Euh, Bonjour à tous. Donc nous sommes obligés donc de commencer avec les gens qui sont à l'heure. Je remercie tout d'abord le comité d'organisation et le bureau de la SMCC donc de m'avoir donné l'opportunité de modérer cette session sur l'auto-immunité. Et on appelle tout de suite Monsieur le professeur Brahim Admou, professeur d'immunologie et docteur en immunologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, qui va donc nous entretenir du diagnostic en auto-immunité quand le raisonnement clinique devance la biotechnologie, et ce pendant 20 minutes, s'il vous plaît, Monsieur le professeur. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je tenais tout d'abord à féliciter l'équipe de la SMCC pour ce beau congrès. Et je remercie le professeur Chebraoui, toute son équipe scientifique et organisationnelle pour la qualité des thématiques choisies, pour l'ensemble de ce qu'on a vu comme approche organisationnelle et avec ces invités de qualité qui sont venus un petit peu enrichir le débat autour de plusieurs thématiques. Alors, on m'a chargé de parler du diagnostic en auto-immunité. Si vous permettez, j'aurai deux requêtes. La première, c'est que permettez-moi d'utiliser une approche un peu de ce qu'on appelle un concept de classe inversée, un terme pédagogique pour essayer de faire passer des messages. Deuxièmement, j'aurai quelques questions à adresser à l'audience, mais pour lesquelles uniquement les juniors ont droit à la réponse. Les seniors, elles connaissent très bien la réponse. Je leur demanderai demanderai gentiment aux seniors de ne pas interagir beaucoup avec les questions. Bref, alors on a l'habitude de finir par les remerciements. Voici un petit peu mon contexte de travail dans lequel j'exerce ma fonction en tant que chef service. On a démarré notre activité en 2007, axée essentiellement sur le secteur d'auto-immunité. Et puis, bien évidemment, il y a d'autres secteurs qui sont développés dans le laboratoire. Bref, alors, après 2007-2014, on a vu un peu notre plateforme s'enrichir. Après l'acquisition de nouvelles plateformes, le labo marchait avec un seul enseignant jusqu'à il y a 1 année et demie à peu près. Donc, après la réussite d'une nouvelle PA d'immuno, on a 2 spécialistes, 5 résidents en immunologie en formation, 8 à des résidents en biologie médicale à tour de rôle qui font un cursus de 8 mois, etc. Bref, avec 5 techniciens. En tout cas, voilà un petit peu une photo de mon aimable équipe. Et je m'excuse pour certains qui sont présents qui présents dans la salle et qui sont absents dans la photo. Tout simplement, la photo était récente. On n'a pas pu prendre tout le monde. En plus, il manque aussi de l'espace pour pouvoir accueillir tout le monde au laboratoire. Alors, sans conflit d'intérêt, voici un petit peu ce qu'on a comme plateforme. On a bien évidemment une salle dédiée à l'IF, avec bien évidemment tout ce qui est en rapport avec l'identification des spécificités authenticorps. En l'occurrence, l'ELISA, que ce soit en série ou unitaire, l'immunodote, la chimiluminescence, et bien évidemment les techniques manuelles, notamment l'ELISA. Voilà un petit peu la plateforme que nous utilisons, en attendant d'autres dans les perspectives. Alors, depuis que j'ai commencé à un peu faire l'auto-immunité, en parallèle avec le développement de certaines techniques, on a essayé un petit peu de voir un peu, d'évaluer notre façon de faire. On a réussi à publier, mettre en valeur un petit peu notre activité. On a commencé par j'ai commencé à m'intéresser à la sclérodermie en termes d'approche diagnostique, les marqueurs, etc. Et puis la maladie cœliaque, sur ces aspects diagnostiques également cliniques et de façon générale prise en charge, les hépatopathies auto-immunes, avec des articles publiés dans des revues nationales et internationales. Et puis après, je me suis intéressé un peu à certaines neuropathies des immunitaires avec les potentiels marqueurs qui seront associés à ce groupe de pathologies,
fort intéressantes, mais également le diabète, le lupus, et puis en dernier un petit peu je me suis intéressé, l'équipe s'est intéressée à l'évaluation un petit peu de l'approche des antécédents natifs pour voir un petit peu comment on standardise l'approche diagnostique au regard des maladies auxquelles c'est associé. Et puis on n'a pas oublié également d'essayer d'évaluer un petit peu la performance de certaines techniques qu'on utilise, notamment le DOT, BLOT par rapport à l'ELISA, l'IF, etc. Voilà un petit peu grosso modo les publications en rapport avec le domaine d'auto-immunité. Alors, j'ai commencé à me poser la question à ce stade-là, est-ce que je suis satisfait de mon activité? La réponse est bien évidemment non. Pourquoi non? Je vais vous donner un exemple de frustration. Je disais que tout à l'heure, j'avais utilisé une approche de classe inversée. Un exemple qui témoigne que je suis encore frustré soi-disant, de ce que je m'attendais comme apport par rapport à la clinique. J'ai chargé une étudiante masterante en collaboration avec la faculté de Casablanca, un choc, pour faire une approche de modélisation sur l'ensemble des bilans qu'on avait fait. On a choisi un petit peu de voir sur une période de 3 années, on a colligé l'équivalent en fait, de 4700 dossiers pour lesquels il y a des marqueurs d'auto-immunité positifs. Mais au regard des critères de sélection qu'on avait appliqués pour ne retenir que les vrais malades, les vrais, soi-disant, patients qui ont des auto-anticorps, on a dû exclure pratiquement la majorité. 96% des cas, des dossiers ont été exclus de l'étude. Pour ne garder que pratiquement 4%, ça veut dire qu'ils répondent aux critères en termes de données cliniques et également de paramètres qui puissent nous aider à catégoriser ces patients d'un point de vue immunoclinique et immunologique en termes d'anticorps associés qui ont surtout une valeur diagnostique, soi-disant spécificité, sensibilité, etc. Donc voilà, on a finalement 70% de maladies systémiques et à peu près 30% de patients qui ont des maladies spécifiques d'organes. Voilà un petit peu l'étude, comment elle est partie sur pratiquement l'échantillon assez large. On finit par ne pouvoir exploiter qu'une minorité qui est de 4%, avec bien sûr des résultats probants qui ont permis à l'étudiant de se tenir son mémoire de master. Et après, pour aller un petit peu dans le vif du sujet, vous savez, lorsqu'on pense à l'auto-immunité, au niveau diagnostique, on est souvent dans 4 situations. Soit on est devant un contexte de maladie systémique, présumée auto-immune, de maladies spécifiques d'organes que vous connaissez tous, là aussi pour laquelle on suspecte une origine auto-immune, des vascularites, des antiphospholipides. Voilà un petit peu les grandes catégories de maladies dans lesquelles on a besoin d'auto-immunité en termes de marqueurs et de taux anticorps. Alors, on a du coup besoin d'une sorte de standardisation de l'approche diagnostique qu'on doit adopter. Alors, si je prends l'exemple de maladies système qui pose plus de problèmes en termes de standardisation, je vais essayer d'utiliser un petit peu le concept de à chaque fois 4 éléments pour marquer les esprits. Premièrement, la première étape, c'est de considérer les données cliniques et paracliniques des patients. C'est extrêmement important si vous voulez faire de l'auto-immunité. Deuxièmement, cette étape qui est cruciale et incontournable, celle de rechercher les anticorps antinucléaires. Et Dieu sait combien on doit peiner au niveau technique, au niveau de l'expertise, de la lecture des lames, etc. Et donc, en deuxième ou en troisième étape, on doit trancher un petit peu sur la méthode ou les méthodes qu'on doit déployer pour identifier une éventuelle spécificité auto-anticorps. Et après vient l'étape, la dernière, celle d'interpréter les résultats et de faire une sorte de corrélation avec les données cliniques. Voilà un petit peu une démarche à 4 étapes. Alors, du coup, lorsque le biologiste est face à une demande d'auto-anticorps, il doit se poser la question, est-ce qu'il y a d'abord dans la prescription du clinicien un ou des signes en faveur de maladies auto-immunes? Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de signes qui ont une grande valeur, on va dire, plus ou moins importante. Ça peut être des polyarthralgies. Polyarthrite, c'est une jeune femme, un syndrome inflammatoire, une sécheresse oculobuccale, des signes cutanés de lupus ou de sclérodermie, une protéinurie détectée uniquement à la bandelette urinaire, des cytopénies, parfois uniquement une anémie de nature hémolytique, des vascularites, une thrombophilie, maladies neurologiques des immunitaires, thyroïdite, diabète. Bref, vous avez pratiquement un panel de signes ou bien de maladies qui est déjà, soi-disant, caractérisé cliniquement par le clinicien
et qui nous impose un petit peu à regarder le tableau clinique initial. Ça, c'est la première étape. Et dans cette étape, il ne faut pas oublier de regarder de façon méticuleuse le bilan paraclinique. On saute souvent sur les anticorps et sur les autres, mais il faut aussi regarder s'il y a syndrome inflammatoire, s'il y a une hypergammaglobulinémie, il faut voir le bilan rénal, etc. Le dosage du complément, parfois on l'oublie, les enzymes musculaires, la TSH, les stéroïdes, bref, on a toute une panoplie d'examens qu'on doit regarder, et selon bien sûr la circonstance clinique. Et puis bien évidemment, il faut regarder aussi l'exploration radiologique et le bilan en impact. Voilà, toujours dans la première étape, on a cette approche dichotomique qu'on doit suivre pour pouvoir faciliter notre façon de faire un bon diagnostic. Alors, je ne vous apprends rien parce qu'il y a deux de mes collègues, des intervenants qui vont intervenir sur les anticorps antinucléaires. Juste pour rappeler une chose, c'est que, s'il vous plaît, le message clé ici, on a besoin d'anticorps antinucléaires pour les maladies de système et obligatoirement par immunofluorescence indirecte. Si vous ne faites pas l'IF, ne rendez jamais résultat d'anticorps antinucléaires négatifs, même si vous l'avez fait avec ELISA. En tout cas, précisez les cibles que vous avez cherchées, moyennant un test ELISA ou d'autres, Mais en tout cas, si vous ne faites pas l'IF, ne me rendez pas résultat anticorps antinucléaires tout court négatif parce que c'est lourd de conséquences. Il y a beaucoup de choses qu'on peut rater par l'ELISA ou par d'autres choses. Bon, du coup, donc, lorsqu'on fait l'IF, on est dans soi-disant, le titre déjà des anticorps antinucléaires et l'aspect des anticorps antinucléaires et le titre vont pouvoir nous orienter pour rechercher des anti-DNA natifs en déployant la technique qui soit adaptée. Les anticorps anti-NA, et on va suivre un petit peu l'algorithme qui va être discuté après. On est dans la deuxième étape, un petit peu l'étape cruciale, fondamentale, incontournable, celle de chercher correctement les anticorps antinucléaires. Donc, en tout cas, lorsqu'on cherche les anticorps antinucléaires, il faut absolument préciser l'aspect et le titre. Et on a le droit, en tant que biologiste, de prescrire les spécificités anticorps, même si le clinicien n'a pas demandé, à moins qu'il ait au préalable une concertation qu'on s'appelle par téléphone, il faut une prescription pour que ce soit facturé au nom du patient. Les anticorps antinucléaires, vous savez, c'est très riche comme information, rien qu'avec les aspects. Vous allez voir qu'il y a d'un côté, ça peut évoquer d'emblée la spécificité anticorps associée. Il y a les spécificités anticorps qui seraient associées à un aspect particulier. Il y a également des corrélations cliniques, notamment qui sont associées aux différents aspects, que ce soit nucléolaire, moucheté, homogène, membranaire et autres. Du coup, donc, ces informations qui sont soi-disant tirées de la lecture, d'une bonne lecture des anticorps antinucléaires à l'IF est très riche et informative par rapport à la suite de la démarche en termes de choix de méthode et également en termes de corrélation clinique. Alors, une fois qu'on a, soi-disant, tranché avec les anticorps antinucléaires, maintenant vient l'étape de choisir, la troisième qui est de choisir la technique ou les techniques à déployer. Alors, quelle est la technique à déployer? C'est une question qui n'est pas facile, soi-disant, dont la réponse n'est pas facile. Donc, on pose la question sur la standardisation. Et cette standardisation va dépendre de beaucoup de choses. De la stratégie adoptée par le laboratoire, dans une approche de rationalisation par rapport au débit, par rapport, soi-disant, à la file active de notre laboratoire, des capacités d'investissement de chacun de nous par rapport aux moyens, aux ressources, et également du degré d'expertise, que ce soit technique ou biologique. Voilà un petit peu le choix ou la standardisation des techniques qui nous impose beaucoup de rigueur. Et on parle justement des tests diagnostiques ou des méthodes. Vous savez, si on veut être, soi-disant, rigoureux, on est censé regarder 3 critères qui nous permettent de choisir ou d'adopter une stratégie ou bien de s'investir dans une technique. La validité analytique, ça revient à dire qu'il faut regarder la spécificité, la sensibilité analytique, la reproductibilité, la robustesse, les limites de détection et de quantification de cette technique, et la linéarité, la satisfaction du contrôle, etc. Tout ça, c'est important au niveau déjà de l'étape analytique de la technique. Et deuxièmement, la validité clinique, ça veut dire tout simplement la performance en termes sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives, négatives. Bien évidemment, on a besoin de données cliniques qui permettent un petit peu de répondre à ces différentes questions. Et puis la dernière, qui est aussi importante, c'est celle de relier tout ça à la clinique, à l'intérêt de ces techniques, de ces paramètres, dont, soi-disant, la mise en valeur de l'importance ou de l'intérêt de chaque marqueur, c'est-à-dire, est-ce que ce marqueur, cette technique me permet de, soi-disant, d'identifier un marqueur qui va améliorer le devenir clinique des patients,
au niveau également de la prise en charge de façon globale, thérapeutique ou diagnostique. Voilà un petit peu la finalité du respect d'une démarche du choix, dont le choix un petit peu des différentes techniques qu'on va utiliser. Surtout que maintenant, on est dans une approche un petit peu moderne. On risque d'être dépassé si on ne pense pas qu'il y a maintenant l'approche protéomique, avec l'avènement des biopuces, avec soi-disant leur apport. Vous voyez, cette étude a permis un petit peu de mettre en évidence que on peut identifier des milliers d'anticorps de façon simultanée avec une sensibilité et reproductivité élevée. Voilà un petit peu comment, quelque part, la technologie aussi avance et permet un petit peu, quelque part, de changer peut-être à l'avenir notre façon de voir, de designer les méthodes qu'on doit déployer pour faire le diagnostic en auto-immunité. Est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'est une autre question. Et puis également, maintenant, il y a l'intelligence artificielle, il y a la machine learning, le concept de machine learning qui est en train, là aussi, de prendre la place, surtout pour la standardisation de notre façon de lire les anticorps antinucléaires, avec, d'un point de vue aspect, et également au niveau de la signification clinique des aspects des anticorps antinucléaires. Donc, machine learning et l'intelligence artificielle, maintenant, c'est un outil qui est quelque part qu'on doit probablement utiliser de plus en plus pour pouvoir améliorer notre façon de faire et éliminer un petit peu, réduire le risque de subjectivité dans la lecture, surtout des anticorps antinucléaires. Et mes collègues, Dr Lucien Messier et Dr Atof, vont certainement en parler après. Alors maintenant, si j'ai tout ça dans le laboratoire, est-ce que, quelque part, on peut dire qu'on est satisfait ou un petit peu content de ce qu'on fait? Est-ce que vous avez une réponse, s'il vous plaît? Si vous avez toute la technologie, vous avez même l'intelligence artificielle, la bioinformatique, les biopuces, est-ce que vous êtes donc capable de dire je maîtrise l'auto-immunité? Vous n'avez pas. Bon, peut-être la réponse viendra après. Moi, je connais la réponse, mais après, on va en discuter. Alors, et je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à travers des cas cliniques. Le premier cas clinique, maintenant, un tableau de lupus. Alors, les deux questions qui se posent, le bilan biologique à demander, les étapes, les méthodes, la situation clinique, je veux dire la signification clinique des marqueurs qui sont associés. Vous savez que lorsqu'on pense à lupus, généralement, là aussi, tout à l'heure je l'ai dit, il faut regarder s'il y a des signes de biologie générale qui seraient sur des lunettes dans le diagnostic. Après, on va enchaîner par les anticorps antinucléaires. Les anticorps antinucléaires, vous connaissez tous l'aspect homogène. Rien que ça, si vous avez des anticorps antinucléaires homogènes à titre pareil, vous pouvez appeler le clinicien pour lui dire c'est en faveur du lupus. Vous pouvez démarrer le traitement néphroprotecteur. Si vous attendez jusqu'à lundi, ça risque d'être trop tard si vous voulez quantifier le DNA ou identifier les anti-SM ou autres. Donc il faut soi-disant déjà avertir le clinicien. Bien sûr, vous aurez besoin des anti-DNA natifs, des anti-SM pour compléter un petit peu le panel des autres anticorps associés. Et n'oubliez pas le complément. Tout à l'heure, il y avait une anémie, si vous avez fait attention, dans le contexte clinique. L'anémie donc, impose de penser à une origine auto-immune, donc il faut un test de Coombs qui va renseigner sur la nature hémolytique ou bien, soi-disant, inflammatoire. Donc voici les résultats. On a à côté des anticorps antinucléaires et des DNA, on a également une hypocomplémentémie axée sur surtout la voie classique, le C4. Vous voyez beaucoup d'éléments informatifs dans le bilan. Vous avez les anti-DNA natifs qui vous renseignent sur l'existence d'une atteinte rénale. Et du coup, le DNA va être utilisé aussi bien pour le diagnostic que pour le suivi. Les anti-SM avec leur grande valeur diagnostique. Les antiribosomes qui doivent faire penser à une atteinte neurologique, au neurolupus. L'hypocomplémentémie, elle est très importante à regarder. Si la voie alterne, C3, c'est l'atteinte rénale qui va servir aussi pour le suivi de votre patient. Ici, le C4 est diminué ou bien surconsommé. Ça peut être aussi un déficit congénital aussi. Il va falloir compléter peut-être après un contrôle de l'accès inflammatoire, de la poussée inflammatoire, de voir le C2, le C1Q, etc. Vous voyez, donc les informations qu'on tire du bilan sont extrêmement importantes pour gérer le patient dans sa globalité, au niveau diagnostique et au niveau thérapeutique. Le deuxième cas clinique, rapidement. Alors, une femme de 34 ans, syndrome sec, polyarthralgie, polyarthrite symétrique, etc. Vous avez un tableau qui vous fait évoquer deux choses. Polyarthrite rhumatoïde, syndrome de Gaucheroux,
Sjögren. Pourquoi Sjögren? Syndrome sec automatiquement. Donc, apparemment, deux choses, on va voir. Donc, dans le bilan, on va regarder donc, le bilan classique, biologique, le facteur hématoïde, l'anti-CCP en premier, puis les anticorps antinucléaires. Dans le cas de cette patiente, on a des anticorps antinucléaires négatifs. Le message que je voudrais passer par là, c'est que même si vous avez des anticorps antinucléaires et vous suspectez un syndrome de Gauche-Sjögren ou vous avez un syndrome sec, il faut absolument faire les anti-SSA et SSB, c'est très important. Pourquoi les anti-SSA et SSB? Parce qu'il y a d'un côté biologique, c'est réglé, c'est une recommandation systématique, de la même façon que les anti-GO1. Il y a également le risque associé à la présence d'anti-SSA et SSB, surtout les anti-SSA, par rapport au risque de BAV chez la femme enceinte. Voilà un petit peu quelques leçons à tirer de ce bilan. Alors, je disais que les anticorps antinucléaires négatifs, SSA systématique. Maintenant, vous êtes devant une situation d'hémorragie alvéolaire ou glomérulaire isolée. Rien que ça, et ça impose de rechercher les anticorps antinucléaires, les ANCA, je veux dire, les antimembranes basaglomérulaires, et c'est très riche là aussi. Vous allez pouvoir dire est-ce que c'est un Goodpasteur ou bien une granulomateuse à polyangite ou bien microscopique, c'est énormément, rien qu'avec un seul élément, les auto-anticorps renseignent justement sur la confrontation clinique. Alors maintenant, un mot à dire sur une maladie neurologique que vous connaissez tous, la névrite optique rétrobulbaire, qui impose la recherche parmi d'autres paramètres, les anti-aquaporine 4. Ce sont des marqueurs difficiles à mettre en évidence. Il y a plusieurs méthodes, et vous avez ici donc à côté de plusieurs méthodes telles l'ELISA ou radioimmunologie, la tendance actuellement, c'est de recourir à l'IF, au CBE test, et cette technique qui est maintenant standardisée, qui permet, au regard de ses performances, d'un petit peu de répondre à cette question de façon précise. C'est la raison pour laquelle on a besoin tous, les biologistes, de développer des pôles d'excellence et des référents dans certains domaines, certaines thématiques pour lesquelles on ne peut pas s'investir tous dans ces thématiques. On a besoin de mutualiser nos plateformes et de développer une certaine expertise dans ce domaine. Alors, je finirai par la quatrième étape, la confrontation immunoclinique des résultats. Il faut bien évidemment une collaboration, on n'a pas cessé de le répéter. L'accès facile et réglementé aux données cliniques. Il faut un dossier médical partagé. Maintenant, on entend parler des ministères dans la réforme de santé publique. Et on a besoin d'outils informatiques modernes. Il faut aussi une volonté pour partager et l'implication des sociétés savantes. Je fais appel à professeur Chebraoui et aux autres collègues pour qu'on s'implique tous avec les sociétés cliniques pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente dans ce sens. On a besoin également d'un dialogue, je veux dire, biologique ou biobiologique, je n'ai pas trouvé le bon terme. Pourquoi? Parce que, justement, si on veut avancer, il faut développer des pôles d'excellence, je viens de le dire, avec des thématiques. Il faut un réseau national de coordination qui sera managé par les sociétés savantes, cliniques et biologiques. Il faut des référents dans certains domaines. Il faut une volonté d'adaptation au progrès biotechnologique qui nous guette un petit peu. Il faut également une démarche qualité, bien évidemment, basée sur la certification. Alors, je finis par une question pour les juniors. Quelle est la démarche, en fait, optimale, on va dire la meilleure la question est dans ce sens. Dans la démarche diagnostique des maladies auto-immunes, quelle serait l'étape la plus difficile? A, B ou C ou D ou... Qu'est-ce que vous pensez? Les jeunes? A? C. D'accord. En tout cas, on aura la réponse après, si vous voulez. Bien, alors pour conclure, je dirais que le diagnostic en auto-immunité, il doit obéir à une démarche qui soit standardisée et normative. J'ai fait allusion tout à l'heure à la démarche qualité, etc. Il faut qu'il soit rationnel. On ne peut pas faire des choses qu'on ne maîtrise pas ou bien pour lesquelles on n'a pas un débit suffisant de patients. Il faut qu'il soit centré sur l'intérêt du patient. Lorsque je dis centré sur l'intérêt du patient, tout le monde doit s'y mettre, le clinicien, les biologistes et les partenaires aussi avec lesquels on travaille. Il est tributaire de l'accès systématique. Je dis systématique, ce n'est plus, il ne faut plus que ce soit quelque chose un plaisir que nous donnent les cliniciens. Ils ont accès à nos bilans, il faut que le clinicien nous donne les informations dont on a besoin pour interpréter le bilan tout simplement. Il faut la volonté du clinicien et du biologiste à collaborer, c'est très important. Il faut la formaliser de la meilleure façon possible. Il doit impliquer les sociétés savantes, je le répète, que ce soit biologique ou clinique. Il faut des référents cliniques et privés. Il faut des experts aussi étrangers. Heureusement qu'on a des référents à chaque fois qui animent nos débats. Et je finirai par j'ai inventé ce slogan, quelle que soit la performance de la biotechnologie utilisée, nul ne vaut un renseignement clinique pertinent. Et sur ce, je vous remercie.
Merci beaucoup, professeur Admou, pour cette belle présentation. Pour ce qui est des questions, je propose à la salle, étant donné que nous avons la chance d'avoir un symposium très homogène et vu la qualité des intervenants, de garder les questions pour la fin, parce que pour la plupart, vous aurez les réponses à vos questions dans les autres interventions. Je pense qu'il y a une question qui ne peut pas attendre. Il peut attendre. Non, allez-y. C'est ce que j'avais proposé. Oui. Non, c'est bon? Merci. Et donc, sans tarder, je pense que nous avons accumulé déjà une dizaine de minutes de retard. J'appelle le professeur Wafa Atouf pour nous entretenir donc des anticorps antinucléaires, cibles antigéniques et orientation diagnostique. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous d'abord et je tiens à remercier les organisateurs de ce congrès de m'avoir invité à participer à cette séance d'auto-immunité. Ma présentation va porter sur les anticorps antinucléaires et ces anticorps antinucléaires, on sait qu'ils sont dirigés contre des cibles et dont la première a été identifiée en 1957. Donc en fait, ce n'est pas un anticorps qui est dirigé contre une cible qui date d'hier, qui est récent, mais quand même, ça fait plus de 60 ans. D'autres cibles ont été découvertes au fur et à mesure. Et donc, il y a plusieurs cibles qui sont des cibles, enfin des antigènes, qui sont des cibles de ces auto-anticorps. Alors, les techniques de détection de ces anticorps antinucléaires ne sont pas encore standardisées. Et donc, il y a besoin de faire cette harmonisation. Et enfin, ces anticorps antinucléaires, ils sont impliqués dans des pathologies cliniques. Alors, ces anticorps antinucléaires, ce sont des cibles, et donc, ils ont des cibles de anticorps, ils ont une indication qui est précise, d'où la pertinence dans la pratique clinique. Et qui dit pertinence dans la pratique clinique dit que la probabilité clinique pré-test doit intégrer justement la démarche diagnostique du moment qui sont pertinents dans le diagnostic. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un besoin de standardisation des tests de détection et cette standardisation va nous permettre de faire un meilleur choix concernant les techniques à instaurer au laboratoire, mais également à mieux communiquer avec le clinicien concernant les caractéristiques des tests qui sont utilisés. Et c'est un des objectifs de l'ICAP, qui est le consensus international des aspects des ANA, c'est d'établir et d'éditer des recommandations concernant la recherche des ANA, qui est un outil qui est important aussi bien pour le biologiste que pour les prescripteurs. Alors, quelles sont les cibles des ANA? Donc, on a dit que ce sont des cibles qui sont au niveau du noyau, c'est antinucléaire, et donc ce sont des cibles au niveau de nos propres cellules. Alors là, c'est une liste qui est très restreinte. Donc, on trouve comme cible les acides nucléiques, les nucléoprotéines et les ribonucléoprotéines qu'on appelle également l'ENA ou bien les antigènes qui sont solubles. Mais en plus de ce qui est représenté sur mes diapos, il y a plusieurs cibles qu'on trouve au niveau du noyau, au niveau de la membrane du noyau, mais également au niveau du nucléole. Alors, un mot sur la terminologie des ANA. Ce sont donc l'appellation des auto-anticorps qui sont dirigés contre des cibles nucléaires. Donc, soit il est en rapport avec des structures qui sont reconnues au niveau du noyau. Donc, l'exemple, c'est l'anti-DNA natif, les DNA-N. Également en rapport avec le nom du patient chez qui l'auto-anticorps a été identifié la première fois, comme les anti-SM chez le monsieur Smith, le patient monsieur Smith, mais également en rapport avec les maladies qui sont associées à l'anticorps, comme les SSA, et en rapport avec la maladie du syndrome du Gauche-Sjögren. Mais également, l'appellation est en rapport avec l'aspect de fluorescence, comme l'anti-DFS. C'est des granulations qui sont fines et denses, avec un poids moléculaire de 70. Alors, quelles sont les techniques de dépistage? Quelles sont les techniques de recherche de ces anticorps antinucléaires?
d'abord, il y a une étape de dépistage. Et le dépistage des ANA, il passe par une étape qui est importante, une technique qui est incontournable, c'est la technique d'immunofluorescence sur les cellules HEP2, qui est une technique de référence et qui est très sensible. Et cette technique, vous le savez tous, elle est faite sur un substrat, la cellule HEP2. C'est une cellule qui dérive du carcinome laryngé, qui a la caractéristique d'être une cellule qui se prête à la lecture avec un noyau qui est proémineux, mais également avec plusieurs nucléoles. Donc, on peut identifier de façon claire quand il y a un aspect nucléolaire. Donc, il y a une visibilité claire des structures nucléaires, mais en plus des structures nucléaires, il y a également tout ce qui est cytoplasmique. Alors, certains fournisseurs proposent des cellules qui sont HEP2 2000 et ceci pour justement identifier le SSA A60 qui peut être raté par la cellule HEP2 normale quand le titre est faible. Alors, ces cellules HEP2, quand il y a la présence d'un auto-anticorps, donc il y a un aspect de fluorescence qui est positif et en fonction de cet aspect de fluorescence, on peut être orienté sur la cible antigénique. Alors, quand l'ANA est pratiquée par l'immunofluorescence, quelles sont les dilutions à utiliser? Et donc, cette question, c'est un sujet à débat dans la littérature médicale. Et le LAR ou l'ACR, il préconise une dilution de commencer par une dilution 1/80. Après, chaque laboratoire peut établir un seuil de dilution pour justement l'instaurer au laboratoire. Donc, ce qui est pratiqué par plusieurs équipes, il commence par le 1/60e chez l'adulte et 1/80 chez l'enfant. Alors, quand on trouve un aspect qui est positif à l'immunofluorescence, est-ce qu'il faut faire des titrations? Oui. Pourquoi? Parce que quand on a un titre qui est élevé, donc c'est des séries de dilution, et la dernière série de dilution qui donne la fluorescence, en l'inverse, il donne le titre. Alors, quand le titre est élevé, ça permet de donner une meilleure valeur prédictive positive, surtout en cas de connectivité. Par contre, quand le titre est bas, en général, s'il n'y a pas de corrélation clinique, et souvent, ce titre qui est très bas, on le trouve chez le sujet sain. Bien sûr, quand quand la personne ne présente pas de symptomatologie clinique. Alors maintenant, est-ce qu'il faut donner un titre si on ne l'a pas pratiqué au laboratoire? Donc l'approche scientifique dit non, je ne donne un titre que si j'ai fait les titrations, que si j'ai fait les dilutions en série. Alors est-ce qu'on peut estimer le titre? Certaines équipes estiment le titre pour des raisons économiques et pratiques. Alors, avec des techniques automatisées, il y a certains automates qui proposent des titres, donc ils prévoient, en fonction de l'aspect de fluorescence et de l'intensité, certains automates proposent des titres jusqu'auxquels on peut avoir des positivités, mais l'approche scientifique, on ne peut donner un titre que s'il a été pratiqué. Et le titre, donc faire les titrations, ça va dépendre de l'intensité de la fluorescence, sachant qu'il y a des systèmes d'anticorps à haute dilution et d'autres qui sont à faible dilution. Donc le message à passer, c'est que la détermination de l'aspect ANA implique une titration de l'échantillon. C'est important parce qu'en faisant les titrages, on peut arriver à dégager un aspect qui n'était pas présent au début de la dilution. Et deuxièmement, il n'est pas recommandé d'indiquer un titre si on n'a pas fait de titrage réel. Alors, la technique d'immunofluorescence a des soucis, a des problèmes. C'est une technique de référence, il permet d'apporter beaucoup d'informations, mais c'est une technique qui nécessite une grande expertise. Alors, les résultats interlaboratoires sont variables. Des techniques d'un laboratoire à un autre, on peut trouver des résultats qui ne sont pas les mêmes, et ceci en rapport avec la diversité des lames commercialisées. Il faut que ce soit des lames avec des cellules, avec beaucoup de cellules, des cellules en division, parce que c'est sur les cellules en division qu'on voit est-ce qu'il y a un chromosome qui est positif ou négatif, donc ça permet d'orienter. Mais également le microscope. Donc le microscope, il est important parce que la lecture des ANA, comme vous le savez, se fait par l'immunofluorescence. Donc c'est une fluorescence. Et si on a un microscope avec une faible fluorescence, on peut sortir du négatif alors qu'il est positif. Contrairement, si on augmente la fluorescence, on peut sortir de faux positifs. Également, l'expérience du personnel du laboratoire, c'est une technique qui demande beaucoup de pratiques et beaucoup de cas qui ont été vus. Alors, et autre chose, il est conseillé de faire la lecture en double par 2 personnes, parce que c'est une technique qui est subjective.
Donc, un opérateur peut lire négatif alors que l'autre, il peut lire positif. Et donc, il faut que la lecture soit faite par 2 personnes. Alors, cette technique a été automatisée. C'est une technique qui est chronophage, qui est difficile il demande beaucoup de temps. Et donc, certains automates dont le souci de réduire justement le temps, donc ils permettent de faire l'immunofluorescence. Mais je peux vous dire que, on peut éliminer tout ce qui est franchement négatif, tout ce qui est franchement positif, mais il y a toujours l'œil de l'opérateur qui est important à apporter. Alors ça, c'était pour le dépistage qui se fait par la technique l'immunofluorescence, qui est une technique, je le répète, qui est très sensible, et l'identification de ces anticorps, elle est faite par les techniques d'immunofluorescence sur Critidia, qui permet de détecter les ADN, les natifs ou bien les ADN double brin, et les techniques qui sont les techniques en phase solide, à savoir l'ELISA, les immunodotes et les techniques multiplex. Alors, ces techniques d'identification, ils permettent d'une part de confirmer là où les cibles qui ont été suspectées par l'immunofluorescence, de compléter le test de dépistage de l'immunofluorescence, mais dans certains laboratoires, ils sont utilisés en première intention. Seulement, il faut avoir dans la tête que ces techniques ne couvrent pas les réactifs qui sont proposés pour l'identification en phase solide et ne couvrent pas toutes les spécificités anticorps. C'est pour ça qu'il est recommandé, et M. Admou vient de le dire, qu'en cas de forte suspicion d'une connectivité avec des ANA en phase qui ont été faits en phase solide, par une technique de phase solide, des ANA négatifs, de faire une recherche ANA par immunofluorescence. Alors, la technique d'immunofluorescence, donc les ANA par immunofluorescence, quand est-ce qu'il faut les prescrire? Ce sont des techniques très sensibles, et donc face à un tableau de connectivité, on ne risque pas de les rater, donc les ANA restent le meilleur test de dépistage. Alors, ils ne sont pas très spécifiques, donc on peut les trouver dans d'autres pathologies, et donc il faut les demander il faut orienter le dosage en intégrant la probabilité clinique pré-test. C'est important de voir la symptomatologie pour pouvoir justement les faire. Alors, par contre, les ANA ne doivent pas être, donc par immunofluorescence, ne doivent pas faire partie du suivi quand le diagnostic d'une connectivité est déjà établi, parce qu'il n'y a pas de corrélation avec l'activité de la maladie et ça va engendrer des frais qui sont inutiles et qui sont sans pertinence. Alors, ces ANA qui peuvent être positifs, ils sont spécifiques de certaines connectivites, mais on peut les trouver dans la population saine, mais également dans d'autres pathologies. Ils ne sont pas spécifiques donc, de ces connectivites, donc on peut les trouver. Alors, le taux de positivité dans la population saine, on peut les trouver donc, dans la population, donc 5 sujets parmi une population de 100 qui sont saines, on peut trouver une fluorescence à 1/60. Donc, quand même, 5% de la population saine peuvent présenter une fluorescence à 1/60. Également, on peut les trouver, et on les trouve surtout chez les femmes enceintes, les femmes qui ont plus de 40 ans, ainsi que les sujets âgés. Et bien sûr, on peut les trouver dans certaines pathologies, mais qui sont indépendantes des connectivites. Et dans ce cas-là, ils n'ont pas d'implication clinique. Donc, quand on les trouve chez un sujet sain, il n'y a pas d'implication clinique. Il n'y a pas de probabilité de développer une connectivite non plus. Alors là, Pachnina et Hall, ils ont résumé donc, les pathologies qui sont indépendantes des connectivites et dans lesquelles on trouve des ANA positifs, des pathologies endocriniennes, en infectiologie, en pneumo, en hépatologie, ainsi que diverses maladies où l'ANA est positif, mais il n'a pas de signification clinique. Pardon. Excusez-moi. 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 Alors maintenant quand l'ANA est positif par immunofluorescence, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez un test, vous recevez le sérum d'un patient, il est positif, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la démarche à faire? Alors il faut intégrer, comme j'ai dit dans l'introduction, la probabilité clinique pré-test. D'accord? Et quand la probabilité pré-test est élevée, on peut faire les investigations spécialisées en fonction de l'aspect d'immunofluorescence. Par contre, quand la probabilité clinique pré-test qui est faible, là, on peut faire un suivi clinique orienté par le médecin traitant et éventuellement refaire le test pour voir est-ce qu'il n'y a pas une positivité par la suite. Quand l'ANA est négatif, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand le diagnostic de connectivité
Et là, en général, l'ANA est positif. Quand vous avez ce ANA qui est négatif, alors le diagnostic de conjonctivite, il est très peu probable, surtout le cas du lupus érythémateux. Est-ce qu'il faut répéter le dosage? Il y a des études qui ont montré que c'est inutile de répéter le dosage quand vous n'avez pas de symptomatologie en faveur d'une conjonctivite. Par contre, en cas d'un syndrome, d'une forte suspicion d'un syndrome de Gougerot-Sjogren ou bien d'un syndrome d'antisynthétase, là, il faut penser à rechercher les anticorps antinucléoprotéines. Alors, la démarche au laboratoire qui a été publiée par Rita Brito en 2021, c'est une démarche qui apparaît très simple, mais en fait, elle est complexe sur le plan faisabilité. Alors, en cas de suspicion de conjonctivite, quand l'ANA est positif, et là, il faut intégrer la probabilité pré-test. Quand c'est élevé, je fais le dosage des anticorps antinucléoprotéines et je fais ce qu'il faut dans l'identification. Par contre, quand la probabilité pré-test est faible, alors là, il faut faire un dosage d'un anticorps anti-DFS 70, on va voir par la suite sur les diapos suivantes quel aspect on a sur les immunofluorescences et associer la recherche des anticorps antinucléoprotéines. Alors, quand votre ANA est négatif devant une suspicion de conjonctivite, là également, quand la probabilité pré-test est faible, la conjonctivite, elle est improbable. Par contre, quand il y a une suspicion du Gougerot ou des antisynthétases, là, il faut pousser plus loin. Donc, la complexité, justement, de cette démarche diagnostique impose donc un pas vers la standardisation de la recherche des ANA, et ceci a été justement déjà commencé en 1980 par le comité de sérologie des ANA, ensuite par le comité de standardisation des auto-anticorps, qui avait comme mission de maintenir les normes et de préciser les tests avec lesquels il faut faire les ANA. Et à l'initiative de ce dernier, il y a eu la création du consensus international des aspects ANA, l'ICAP, en 2014. Et ce consensus avait comme objectif l'harmonisation de la nomenclature des aspects de fluorescence F2, parce que chacun de nous va faire une lecture comme il veut, et rendre le résultat comme il veut également, éditer des directives concernant l'interprétation des résultats des tests F2 par immunofluorescence et aboutir à une standardisation internationale des méthodes de recherche des ANA. Alors, l'ICAP, justement, donc ce consensus a commencé par le remplacement du terme ANA par anticellulaire, parce que quand on fait une recherche par cellule F2, on n'a pas que le noyau, mais on a également le cytoplasme. Et donc l'appellation anticellule est plus appropriée, donc il est dirigé contre le constituant de la cellule. Donc le code AC a été adapté, et il y a les codes AC alphanumériques et qui sont attribués à chaque aspect de fluorescence. Et ce consensus, il recommande de sortir dans le rapport de l'immunofluorescence, quand on fait la recherche par immunofluorescence, de sortir le code AC. Alors, ce consensus, justement, a fait une classification des aspects de fluorescence, et donc il aboutit à 30 aspects. Alors, en plus du premier qui est négatif, il y a 15 c'est des aspects nucléaires, 5 cytoplasmiques, et 5, c'est des auto-anticorps dirigés contre des cibles de l'appareil mitotique. Et pour chaque profil, il y a l'aspect de la fluorescence, la spécificité et la corrélation clinique qui sont précisés. Alors, tout ceci, vous le trouverez sur ce site que je trouve très intéressant. Ce site, il est intéressant parce qu'il y a la nomenclature, il y a la classification, donc l'arbre décisionnel, il y a également tous les aspects ANA, et c'est un site, justement, où toutes les informations sont traduites en plusieurs langues, donc vous pouvez consulter. Donc ce site, moi je le trouve très intéressant, et ça permet de guider aussi bien dans la démarche, dans l'aspect de fluorescence, mais également dans l'orientation vers l'identification des cibles. Alors, ces recommandations, justement, ce consensus, il tient de façon régulière des workshops auxquels il apporte des améliorations, et ceci à partir des recommandations et des commentaires des utilisateurs. Et de ce fait, on peut mettre à jour la classification. Alors, cet arbre, justement, c'est différent. Cette classification, arbre de classification en nomenclature, c'est ce qu'il y a sur le site que je vous ai présenté, pour les gens qui ne le connaissent pas. Et donc, sur ce site, vous avez l'aspect de fluorescence
Et on commence par des aspects de fluorescence qu'on connaît tous, et on a l'aspect qui est négatif nucléaire, cytoplasmique, mitotique. Mais après, dans le négatif c'est négatif, mais dans le positif, vous avez plusieurs aspects. Il y a l'homogène, le moucheté, le nucléaire, etc. Des aspects qu'on connaît, mais en plus, si vous voulez dire, si je peux dire, pardon, c'est des sous-aspects. Et donc, dans le nucléolaire, il y a des sous-aspects, dans le moucheté, il y a des sous-aspects. Et donc, il y a plusieurs aspects. Et donc, vous voyez qu'il y a des aspects qui sont en orange, bon, ça paraît en orange, des aspects en orange et des aspects en vert. Et si vous voyez la légende, donc l'orange, il relève du niveau compétent et le vert, c'est du niveau expert. Et il précise les aspects dans lesquels on va trouver un chromosome positif ou pas. Alors, je vais vous présenter quelques aspects qui sont intéressants à connaître, en plus des aspects habituels que vous connaissez. Donc là, je ne vais pas aborder les aspects cytoplasmiques, parce que bon, le thème de la présentation, c'est antinucléaire, donc je vais m'intéresser plus à tout ce qui est nucléaire, à tout ce qui est cible nucléaire. Et donc, par ordre croissant, donc le AC2, donc c'est un aspect qui est dense et finement moucheté. Donc c'est un aspect où on va voir un aspect qui est moucheté, d'accord, mais avec un chromosome, avec une chromatine qui est positive. Et cet aspect, il peut être confondu avec un aspect mixte, un aspect homogène plus moucheté. Alors, ce n'est pas donc un aspect qui est mixte, mais c'est un aspect qui est moucheté, qui est finement moucheté et qui est dense, et c'est en rapport avec la cible qui est le DFS, l'anticorps qui est dirigé contre la cible DFS. Et cet anticorps, on peut le trouver chez le sujet sain qui a été testé positif. Donc, si vous avez un sujet sain, une immunofluorescence qui est positive avec une fluorescence qui est finement moucheté et dense, alors il faut penser à cet anticorps, mais on ne peut pas le dire de façon catégorique si on n'a pas fait d'identification. Il est important de faire l'identification, que ce soit par ELISA ou Minudot, pour dire que c'est un anti-DFS, sinon l'aspect mixte homogène est toujours là. Et dans le laboratoire, moi j'avais déjà trouvé donc des aspects comme ça, et donc c'est en rapport avec le DFS. D'autres aspects, la C4 et la C5, c'est en rapport avec des aspects qui sont mouchetés, mais qui ne sont pas les mêmes. La même chose pour le nucléole, ce n'est pas les mêmes aspects de fluorescence du nucléole. L'aspect qui est l'aspect de la membrane nucléaire, la même chose, il y a deux aspects, soit c'est une membrane qui est ponctuée ou bien qui est lisse. Et enfin, je finis avec un aspect qui regroupe plusieurs aspects, c'est l'AC29, où on trouve plusieurs aspects. Et donc là, pour trouver ces 5 aspects, il faut vraiment chercher. Donc c'est un aspect qui est en faveur d'un aspect qui est évocateur d'un anticorps dirigé contre les cibles sclère 70-like. On le trouve surtout en cas de sclérodermie cutanée qui est diffuse et agressive. Alors, donc, cette harmonisation va permettre d'établir les aspects de fluorescence selon une nomenclature, les dilutions de dépistage, la pertinence des aspects cliniques et surtout la communication des résultats de l'IFI aux cliniciens de manière standardisée, ce qui va aider aux décisions cliniques, mais également à la valorisation des laboratoires qui peut-être n'ont pas besoin d'être valorisés, mais comme ce test il a une implication clinique qui est importante, donc ça nécessite de sortir un compte rendu qui valorise justement l'analyse qui a été pratiquée. Mais cette implication clinique ne veut pas dire que la recherche des ANA est un examen de routine, parce qu'il engendre une cascade d'investigations qui sont inutiles et coûteuses, implication non justifiée, et il n'y a pas d'indication clinique, il y a une charge de travail qui est importante. Et là, je voulais partager sur la dernière diapo, d'accord, notre expérience concernant l'évaluation, une étude qui a été faite sur l'évaluation des prescripteurs des analyses d'auto-immunité au laboratoire d'immunologie de l'hôpital d'enfants. Et là, vous voyez que parmi les analyses qui sont demandées, si je prends la recherche d'ISNA par immunofluorescence, 80% sont négatifs. Le DNA par sur Critidia, 97 sont négatifs. Quand je regarde l'identification, toujours en concernant tout ce qui est ANA, l'identification, 82 sont négatifs, 92 sont négatifs. Donc je me dis, avec la standardisation, avec la communication avec le biologiste, peut-être on va arriver à améliorer ces résultats. Et je vous remercie.
Merci pour cette présentation, malgré un petit dépassement de temps. Donc, j'appelle Madame Dr Musset Lucie, qui va nous présenter les auto-anticorps, comment interpréter les résultats, éviter les principaux pièges diagnostiques. Donc, vous avez 20 minutes. Je profite pour présenter Madame Musset. Donc, elle est docteur d'État en immunologie, biologiste médicale, ancienne chef de laboratoire d'immunochimie et d'auto-immunité à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Voilà. À vous la parole. Alors... Bien, bonjour à tous. Je suis bien sûr ravie d'être parmi vous, d'être invitée dans ce congrès. Je suis même honorée dans ce congrès que je trouve remarquable à tout point de vue. Et je remercie vivement les organisateurs pour cette belle rencontre. J'ai un titre qui est relativement large et donc en 20 minutes il va falloir faire des choix et je vais essayer de balayer un petit peu ce qui a été dit précédemment et d'anticiper sur la conférence tout à l'heure dans le domaine de l'auto-immunité. Alors le sujet, c'est comment interpréter les résultats d'auto-immunité, d'auto-anticorps et éviter les pièges diagnostiques. Alors, assistant. Non, voilà. Alors, pour répondre à cette question, j'ai choisi de ne pas me focaliser sur l'aspect analytique et également préanalytique, mais de me placer plutôt du point de vue clinico-biologique. Et je vous propose 5 axes ou 5 notions de base que tout biologiste et peut-être aussi clinicien qui interprète des résultats d'auto-immunité doit avoir présent à l'esprit. Alors, la première de ces notions, elle est très simple et vous la connaissez bien sûr, c'est que la recherche d'un auto-anticorps représente une aide au diagnostic des maladies auto-immunes, mais qu'en aucun cas, et un auto-anticorps aussi spécifique soit-il, ne permet de conclure à la présence d'une maladie auto-immune. Et j'en veux pour preuve, par exemple, les critères de classification. Pardonnez-moi. Voilà, les critères de classification des principales maladies auto-immunes. Vous savez que ces critères de classification sont tous, que ce soit des maladies auto-immunes systémiques ou spécifiques d'organes, elles sont toutes mixtes. Elles associent des critères cliniques et des critères biologiques. Et vous avez ici sur la classification de l'ACR qui a été révisée en 1997, vous avez 11 critères clinico-biologiques, à gauche des critères cliniques, à droite biologiques, avec la recherche d'un auto-anticorps spécifique, et la recherche ici des anticorps antinucléaires qui sont à eux seuls l'un de ces critères. Il faut donc, pour pouvoir classer un patient en tant que lupus, avoir 4 de ces critères parmi les 11 proposés. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, c'est une classification qui date de 1997, probablement certains d'entre vous n'étaient pas nés, et est-ce que c'est toujours valable ? Eh bien, oui, c'est toujours valable parce qu'en 2019, tous les lupologues se sont réunis autour de Martin Haringer pour proposer de nouveaux critères de classification du lupus. Et ces critères de classification ont quelque chose de très particulier, c'est qu'ils prennent comme porte d'entrée la recherche des anticorps antinucléaires au 80e, pas au 160. Et ça change un petit peu nos convictions. Et si les antinucléaires au 80e sont négatifs,
excitent le lupus, ce n'est pas un lupus, mais s'ils sont positifs au 80e, eh bien, on revient à la classification précédente, on va rechercher des critères cliniques, des critères biologiques et revenir à la case précédente. Alors, est-ce que ça veut dire que les antinucléaires, lorsqu'ils sont positifs, signent un lupus? Ben, vous avez compris depuis tout à l'heure que, bien sûr, non, ces antinucléaires ont une faible valeur prédictive positive et que, en conclusion, s'il n'y a pas de manifestation clinique évocatrice, cette recherche ne peut pas être interprétée. C'est pareil pour d'autres maladies. J'ai pris comme exemple ici les sclérodermies, où on va s'intéresser à des scores à la fois cliniques. Et vous voyez la place des auto-anticorps ici, anticentromère ou SCL70 dont on parlait juste avant, ou RNA pôle 3. Eh bien, ces critères, enfin la présence d'un de ces auto-anticorps, c'est 3 points dans un score de 9. Et ceci a été révisé en 2020. Et c'est également, c'est également le cas pour la polyarthrite rhumatoïde et pour plein d'autres maladies où ces critères sont à la fois cliniques. Donc, vous avez compris, présent à l'esprit, un auto-anticorps présent ne signe pas une maladie auto-immune en dehors s'il n'y a pas de façon, si ces anticorps ne sont pas accompagnés d'une symptomatologie clinique compatible. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est que les maladies auto-immunes n'ont pas toujours des auto-anticorps. Et donc, certaines de ces maladies auto-immunes peuvent être séronégatives. C'est le cas de la polyarthrite rhumatoïde. Selon les cohortes, vous pouvez avoir jusqu'à 50% de sujets qui n'ont pas de facteur rhumatoïde ni d'anticorps anti-CCP. De la même façon, on l'a peut-être entendu ce matin, la maladie de Basedow, les anticorps anti-récepteurs de la TSH, très spécifiques de cette maladie, mais il y a de vrais Basedow sans anticorps anti-récepteurs décelables. Et puis, donc, elles sont séronégatives à ce jour. Et autre possibilité pour ces maladies auto-immunes sans anticorps, c'est qu'ils ne sont pas détectables par les techniques utilisées par le laboratoire ou par les techniques disponibles pour les laboratoires. Et là, c'est principalement le cas des myosites. Alors, pour anticiper sur la conférence suivante, j'ai choisi l'exemple des myopathies nécrosantes. Ce sont donc des atteintes auto-immunes du muscle qui sont gravissimes et qui sont associées à la présence de 2 auto-anticorps que l'on va rechercher, soit un anti-SRP, Signal Recognition Particle, ou anti-HMG-CoA réductase. On va donc rechercher ces auto-anticorps par immunofluorescence indirecte sur cellules HEP2. Et là, on sera dans une situation un peu particulière parce que ces auto-anticorps ont une localisation cytoplasmique. Et on sait maintenant, depuis la classification de l'ICAP évoquée tout à l'heure, que la fluorescence cytoplasmique fait partie des antinucléaires à ce jour. Donc on a une fluorescence cytoplasmique avec un renforcement autour du noyau, et ça c'est très évocateur d'anticorps anti-SRP. Si on est en présence d'anti-HMG-CoA réductase, là c'est un peu plus difficile. On est dans une situation où quelques cellules sont suspectes, mais ça n'est pas la même répartition que dans le cas précédent. Alors là, bien sûr, dans ces situations, il faut avoir un contexte clinique ou des raisons objectives de rechercher ces auto-anticorps. Et pour le faire, eh bien, on a des tests multiparamétriques variés, des ELISA, des immunodotes, etc. etc. Et je prends comme exemple les immunodotes Euroimmun, sans vouloir du tout stigmatiser cette société, mais en fait, ce qui est prescrit dans le cas d'une fluorescence cytoplasmique, ou parfois ce que les cliniciens prescrivent, c'est anticorps des myosites, et voilà.
Et donc, anticorps des myosites, les biologistes ont des outils, ce sont ces espèces de bandelettes multiparamétriques où il y a des antigènes déposés qui permettent de rechercher ces anticorps des myosites. Mais en fonction des fournisseurs et chez un même fournisseur, eh bien, toutes les bandelettes ne seront pas riches d'antigènes de la même façon. Et vous avez sur ce support, oui, de l'anti-SRP, et si le patient a des anticorps, vous les retrouverez, mais si vous utilisez cette bandelette, vous rendrez un résultat faussement négatif. Vous rendrez aussi un résultat positif dans ce cas. Et bien sûr, si le patient a des anticorps anti-HMG-CoA réductase, eh bien, aucun de ces trois systèmes ne permettra de les détecter. D'ailleurs, très peu de sociétés ont les anti-HMG-CoA sur des tests multiparamétriques. Ils sont habituellement prescrits nommément. Alors, c'est pareil pour d'autres sociétés. Si vous utilisez les réactifs ImTech, vous avez des bandelettes avec quelques petits anticorps de myosite ici, un seul sur cette bandelette, un petit peu plus sur celle-ci, mais vous n'avez toujours pas le SRP. Et enfin, pour choisir un test de Belgique, DTEC, vous avez différentes bandelettes, mais ici, effectivement, vous avez une bandelette où il y aura le SRP, mais il n'y a pas plus de HMG-CoA réductase. Alors, la moralité de cette histoire, c'est que les maladies auto-immunes peuvent être négatives pour la recherche d'un auto-anticorps, soit parce qu'elles sont séronégatives, soit parce qu'on n'a pas l'outil disponible pour les rechercher ou les informations qui permettent d'orienter le biologiste vers le bon test. Troisième point sur lequel je voudrais insister et qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que des auto-anticorps peuvent être détectés chez les sujets sains. Alors ça a été évoqué précédemment, c'est très vrai pour les anti-TPO, c'est vrai pour les antinucléaires. Et je m'arrêterai juste sur cette étude de 2003 du New England qui a beaucoup intéressé toute la communauté scientifique et médicale parce qu'ils ont eu la possibilité chez des vétérans de rechercher rétrospectivement la présence d'auto-anticorps chez 130 sujets qui ont développé un lupus, comparativement à un groupe témoin, bien sûr. Et les résultats sont très intéressants parce que 78% des patients avaient des anticorps antinucléaires jusqu'à 3 ans avant le déclenchement de la maladie. Ils en avaient parfois plusieurs et les antinucléaires pouvaient être, chez certains patients, détectés jusqu'à plus de 9 ans avant le diagnostic de la maladie. Donc voilà, ça soulève une question. Faut-il surveiller les patients asymptomatiques qui ont des antinucléaires à titre significatif ? C'est une question qui pourra être débattue tout à l'heure, mais qui est hors de mon propos. On pourra éventuellement en parler. Quatrième point, ça concerne la prescription des auto-anticorps dans le suivi et au diagnostic. Ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure et voilà, je voudrais renforcer cette idée, c'est que quand on est dans le cadre d'une maladie auto-immune, c'est vraiment une machine infernale. Au début, au diagnostic, on se demande quel anticorps prescrire. On va prendre le lupus pour être dans la même thématique. Au début, antinucléaire, anti-ADN. Les résultats sont donnés, ils sont positifs, ils participent au diagnostic s'il y a des renseignements cliniques et des symptomatologies évocatrices. On va traiter et on va suivre le traitement. Une fois qu'on suit le traitement, on se repose la question, quel anticorps prescrire ? Et là, au cours des traitements immunosuppresseurs, les anticorps, la répartition des anticorps et la personnalité, entre guillemets, des anticorps évoluent et il n'y a plus d'intérêt à rechercher les antinucléaires, il faut chercher le marqueur spécifique de la maladie, en l'occurrence les anti-ADN, et on va suivre la maladie avec le test spécifique. Alors, c'est vrai donc pour le lupus. Il y a également le cas des ANCA, les anticytoplasmes des polynucléaires neutrophiles. En France, on aime bien au dépistage l'immunofluorescence. À l'international, on aime bien les tests spécifiques d'emblée. Peu importe vos convictions,
il faut savoir que si on est au diagnostic, un test de dépistage est tout à fait, par efflorescence, est tout à fait acceptable. Mais si on est dans le suivi, il faut un test spécifique, il faut suivre le marqueur de la maladie, soit l'anticorps anti-MPO, soit l'anticorps anti-PR3, et le suivre spécifiquement. Pourquoi ? Parce que ces taux d'anticorps sont corrélés à l'évolution clinique de la maladie et on en vient à la recommandation qui est de dire que le suivi d'une maladie auto-immune doit se faire avec le même coffret, la même technologie, même fabricant, même laboratoire, si tout ça est possible. Est-ce que c'est possible dans la vraie vie et qu'est-ce que ça pose comme problème? Alors, je vous propose un cas de suivi d'un patient qui avait des anticorps anti-PR3 positifs au diagnostic, que l'on a suivi de 2000 à 2008. Bon, il a été traité, il s'est amélioré, il rechute, on retraite, il s'améliore, il rechute. Est-ce qu'on a pu, dans le même laboratoire que nous étions, est-ce que l'on a pu faire ce que je recommande ou ce qui est recommandé par les experts au-dessus de ça? Eh bien, pendant 5 ans, on a utilisé des réactifs euro-humains ELISA. Pendant un peu plus d'une année, on a utilisé la technologie FADIA. Et puis, pendant le reste, on s'est branché sur la technologie Luminex FIDIS. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, c'était en 2008, mais si je reprenais d'autres cas entre 2010 et 2020, toujours dans le même laboratoire, eh bien, j'aurais le Luminex FIDIS, la technologie de chimie-luminescence Werfen, enfin bref, voilà. Même technologie, même laboratoire, même technique, c'est un vœu pieux, c'est très difficile dans les laboratoires de le réaliser, on est soumis aux appels d'offres et on ne peut pas se passer de l'évolution technologique et de rester derrière ces avancées. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, les laboratoires qui suivent ces patients vont ressortir les échantillons précédents et les comparer par rapport au prélèvement du jour, et ça pose la question suivante, qui est la question de la stabilité des anticorps lors de la conservation. Et cette stabilité, est-ce que c'est 24 heures à 4 degrés voilà. Est-ce que c'est peut-être préférable d'utiliser les recommandations des fournisseurs qui sont absolument draconiennes de façon à ne pas avoir d'ennui? Eh bien, il y a un article de Higgins qui est paru récemment qui nous aide beaucoup. Ils ont étudié 11 paramètres et 2 tests de screening. Et ce que nous apprend cette étude, c'est qu'à 4 degrés, les auto-anticorps sont stables 8 semaines en moyenne. Congelés, 12 mois ou plus. Les cycles de congélation, décongélation, 3, 6, tout ça, les anticorps résistent. Et ça, c'est très important parce que ça va nous aider dans nos laboratoires comparativement à ce que préconisent les fournisseurs, 48 heures à 4 degrés, congélation 2 semaines, etc. Alors, malgré tout, cette étude, elle a des limites parce que tous les auto-anticorps n'ont pas été étudiés et que c'est difficile d'avoir des anticorps rares en grande quantité. Et d'autre part, ils ont étudié 3 modes de conservation, dont l'une d'entre elles est la congélation à moins 30, et nous n'avons pas beaucoup de congélateurs à moins 30, nous, par nos contrées. Mais peu importe, les informations sont là, et ils ont constaté aussi que le taux d'anticorps lors de la conservation a plutôt tendance à augmenter que l'inverse. Le dernier point, pour terminer, c'est le problème de la standardisation des techniques en auto-immunité. Et je pense qu'il y a très peu de disciplines de la biologie où il y a autant d'unités de mesure différentes et on n'a pratiquement que des unités arbitraires. Donc voilà, il n'y a pas d'unité internationale ou à peine. Ce sont des unités arbitraires, des dilutions, des unités Luminex, des unités de société, Bullmann Units, etc. La conséquence de tout ça, c'est que les résultats ne sont pas comparables d'un laboratoire à l'autre et même si on ne peut pas se figer au niveau des technologies, il est quand même préférable de rester fidèle à une structure.
Les causes d'erreur de l'immunofluorescence, elles ont été évoquées précédemment et c'est vrai qu'on a souligné l'importance de la classification de l'ICAP. Ça, c'est important parce que ça va permettre à chacun de parler un petit peu de la même chose. Donc, il y a un article et un site web qui est accessible à tout le monde et qui est gratuit et qui va répondre aux questions que l'on se pose. Alors, je passe, puisque ça a été évoqué par ma consoeur, et j'arrive au problème de nos technologies ELISA, immunodote, fluorimétrie, etc., où là aussi il y a un grand nombre de causes d'erreur et parmi les principales, ou celles dont je vais vous parler, c'est la notion d'antigène natif ou recombinant et d'épitope conformationnel. Alors, antigène natif, c'est la protéine dans sa forme originale et il est important qu'elle soit purifiée, mais surtout qu'elle soit fixée sur le support de façon à présenter les épitopes de la façon la plus fidèle possible. On peut se dire que si on fait du recombinant, on n'a que la séquence d'intérêt, mais non, le problème est le même. Il faut que cette séquence d'intérêt reste dans sa forme originelle et que la technique qu'il emploie ne masque pas les épitopes. Et les épitopes conformationnels, ils résultent de quoi? Eh bien, ils résultent du repliement de la protéine dans l'espace et de temps en temps, vous avez le rapprochement de séquences d'acides aminés qui vont constituer un épitope conformationnel reconnu par les anticorps de la maladie. Et donc, si la protéine est dépliée, c'est pas bien conservée, eh bien, vous perdez cette information. Alors, pour conclure, je participe avec d'autres à des recommandations concernant l'interprétation des résultats et notamment en ce qui concerne les discordances, comment rédiger un commentaire en cas de discordance entre l'immunofluorescence, par exemple, et un test spécifique. Alors, bien sûr, il faudra vérifier l'identité des saisies, tout ça, toute cette partie préanalytique, mais quelles en sont les causes? Essentiellement des différences de sensibilité et de spécificité des tests. Vous pouvez rechercher des cryoglobulines et vous pouvez aussi regarder de quoi est constitué votre test, est-ce qu'il contient l'antigène cible ou pas, et puis retenir ce qui a été dit précédemment, c'est que certains auto-anticorps en immunofluorescence ne sont pas très faciles à voir alors qu'on les détecte très bien par les techniques spécifiques. Alors que faire? Eh bien, allez voir s'il y a de l'antériorité, allez à la pêche des renseignements cliniques et un commentaire peut être proposé du style « détection d'anticorps par test de dépistage, sans identification de l'antigène cible, veuillez contacter le biologiste pour discussion du dossier ». Vous pouvez éventuellement rajouter « résultats non interprétables en raison de présence de cryoglobuline » par exemple. Discordance entre deux tests d'identification, eh bien là aussi, c'est ce que j'évoquais précédemment, la sensibilité. 2 diapositives. Je me rattraperai sur la suivante. 2 diapositives, sensibilité, spécificité, la nature des antigènes, etc. C'est ce que j'ai évoqué. Comment peut-on libeller un résultat dans ce cas? C'est vraiment, dans le laboratoire d'auto-immunité, ce sont des situations fréquentes. Eh bien, vous pouvez dire détection d'anticorps anti-X par une technique A, non confirmée par une technique B, à interpréter et contrôler si nécessaire en fonction du contexte clinique. Les résultats à la limite du seuil de positivité, eh bien là aussi on est très embarrassé et ce sont en général des réactions non spécifiques. On peut rendre un résultat à la limite du seuil de positivité, à interpréter en fonction du contexte clinique et éventuellement à contrôler. Et on peut, si on en dispose, préciser l'incertitude de mesure de la technique en fonction des validations de méthode. Et enfin, la dernière diapositive,
les multiréactivités, les réponses multiples avec des résultats qui ne sont pas cohérents d'un point de vue biologique et clinique, mais que le biologiste voit, eh bien, là encore, vous avez ce qu'il faut faire et vous pouvez rendre un résultat positif pour plusieurs anticorps évoquant une réaction non spécifique, résultat à interpréter en fonction du contexte clinique et éventuellement à contrôler. Très souvent, ce sont des épisodes infectieux et si c'est le cas, avéré, vous pouvez mettre à contrôler à distance de cet épisode infectieux. Voilà, j'ai terminé. Je vous rappelle donc les 5 messages qu'il faut garder présents à l'esprit lorsque l'on valide de l'auto-immunité. Et je suis venue avec un bouquet de fleurs pour vous et je vous remercie infiniment de votre attention. On vous remercie pour cette intervention. Ça apporte un petit peu d'éclaircissement dans la tête de nos confrères et consoeurs. Donc là, la prochaine intervention, c'est les nouveaux auto-anticorps d'hémiopathie inflammatoire idiopathique, actualité et intérêt. Normalement, ça devrait être présenté par notre consoeur tunisienne, professeur Rahlan Ben Hamid, mais elle sera présentée par notre consoeur, Madame Musset. Bien, bonjour à tous. Merci pour cette invitation, pour cette double invitation. Et je vais essayer donc de rentrer dans le diaporama de ma consoeur pour vous parler des auto-anticorps des myopathies inflammatoires idiopathiques, actualité et intérêt. Alors, quelques éléments de définition. Ces myopathies inflammatoires, ce sont des maladies auto-immunes du muscle. Elles sont bien sûr spécifiques du muscle, mais il y a beaucoup d'autres organes qui peuvent être atteints. La peau, le poumon, le cœur, les articulations, bien sûr. Et d'emblée, je voudrais dire que les pneumologues, depuis quelques années, rentrent dans le monde de l'auto-immunité à travers des atteintes très, très spécifiques qu'ils ne savaient pas bien étiqueter jusqu'à présent et qui sont les pneumopathies interstitielles diffuses. D'un point de vue épidémiologique, ce sont des maladies rares qui atteignent plutôt l'adulte, mais qui peuvent atteindre les enfants. Et ces maladies ont été classées, déclassées. Il y a énormément de réflexions qui ont été menées au cours du temps et tout ça montre bien les difficultés que les cliniciens et les biologistes avaient à comprendre ces myopathies auto-immunes, inflammatoires, idiopathiques. Dans l'historique, eh bien, il y a quelques auto-anticorps qui étaient connus depuis les années 80, le JO1 dont on a parlé tout à l'heure, MI2, mais vous voyez que jusque maintenant, pratiquement tous les ans, on a des auto-anticorps nouveaux qui sont apparus et bien sûr qui font l'objet de nouvelles applications technologiques pour le diagnostic. Et on est aujourd'hui à une trentaine d'anticorps associés ou spécifiques des myopathies inflammatoires. Les méthodes de détection, vous avez bien sûr la méthode de référence qui est le Western blot avec tout son cortège de misère quand on est au laboratoire, et vous savez que ces Western blots ne sont pas utilisables en pratique courante dans nos laboratoires de routine. Mais ils font avancer, ils sont à l'origine des progrès scientifiques. La technique de dépistage, elle a été évoquée précédemment avec l'immunofluorescence indirecte. Et là, on va chercher surtout une fluorescence cytoplasmique, mais pas que. Et pour les anticorps des myocytes, eh bien, cet test d'immunofluorescence indirecte, il manque de sensibilité.
Alors, on ira vers des tests spécifiques, on va rechercher spécifiquement la cible antigénique. Là, ce sera plus sensible, mais la spécificité reste néanmoins limitée. Les tests qui sont proposés, je les ai évoqués tout à l'heure, donc vous reconnaissez ces bandelettes de nitrocellulose sur lesquelles les industriels, jour après jour, rajoutent des cibles antigéniques en fonction des évolutions technologiques, et on va rechercher ces auto-anticorps. La lecture, elle se fait à l'œil nu. Et j'ai repris la photo de ma consoeur, elle se fait à l'œil nu. Vous avez ici 7 bandelettes, vous en avez une ici, un patient qui est positif, il a un anti-JO1. Cette lecture, elle se fait à l'œil, vous pouvez rendre un résultat en croix, ou vous pouvez utiliser un système de scanner qui va mesurer l'intensité de la coloration comparativement à un témoin et vous rendrez des résultats pseudo-quantitatifs mais qui seront quand même utiles pour la clinique. J'ai envie de dire que pour les myopathies inflammatoires, au jour d'aujourd'hui, la quantification des anticorps n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est de les retrouver, de les chercher. Alors, pourquoi les rechercher? Eh bien, d'abord parce qu'ils permettent, maintenant qu'on peut classer ces maladies, d'éviter dans certaines circonstances la biopsie, et ils sont très utiles. Mais là, comme je le disais précédemment, 30-50% des malades peuvent ne pas avoir d'anticorps décelables pour les raisons précédemment évoquées. La classification, ces anticorps vont permettre de classer les malades et je voudrais dire que les biologistes ont une chance inouïe avec ces anticorps des myosites parce que, je vais en parler très vite, il est possible maintenant d'utiliser une classification basée sur la présence de ces anticorps. Ces anticorps ont une valeur pronostique. Ils sont utiles pour le pronostic également parce que certains d'entre eux ont un surrisque, quand ils sont présents, un surrisque de cancer et certains d'entre eux sont associés à des pneumopathies interstitielles diffuses et c'est pourquoi je disais que les pneumologues venaient maintenant dans le domaine de l'auto-immunité. Ce n'est pas tout, ils ont aussi une valeur prédictive de prédiction, ce sont des marqueurs prédictifs parce que certains auto-anticorps ne sont pas sensibles aux corticoïdes et aux immunosuppresseurs classiques. Alors, quelques éléments de classification et de clinique. Il y avait jusqu'à présent 3 grands types de myosites inflammatoires, les polymyosites, dermatomyosites et myosites à inclusion. Depuis 2018, elles sont 4. Dermatomyosite, inclusion, myopathie nécrosante et le syndrome des antisynthétases. Alors, quelques mots de clinique concernant ces pathologies. Les dermatomyosites, ce sont des myosites qui interviennent à tout âge et elles peuvent survenir chez les enfants. On parle de dermatomyosites juvéniles. Il y a un risque de cancer associé qui n'est pas négligeable après 40 ans ou après 60 ans et des lésions cutanées assez caractéristiques et les anticorps que l'on devra retrouver ou que l'on recherchera, vous les avez ici, NXP2, SAE, TIF1 gamma, MI2. Sur le plan clinique, il y a des manifestations qui sont quasi pathognomoniques de ces maladies, de ces dermatomyosites. C'est ce que l'on appelle ici les papules de Gautron en regard des articulations et qui épargnent les phalanges. Ces papules de Gautron sont très caractéristiques et parfois vous avez cet érythème de couleur lilas qui n'est pas du tout un fard à paupières mais un érythème couleur lilas qui est lui aussi très caractéristique de ces pathologies. Les myosites à inclusion, là, pour une fois, ce sont plutôt les hommes après 60 ans. Pour une maladie auto-immune, c'est rare, très handicapantes. Ce sont des maladies qui vont vers des processus neurodégénératifs très graves et elles résistent au traitement immunosuppresseur classique. Donc pas de corticoïdes
épargner le malade avec les corticoïdes et utiliser autre chose de mieux adapté à cette situation clinique. Il y a un anticorps qui est sorti très récemment, qui n'est pas sur la majorité des bandelettes, c'est l'anti-5' nucléotidase, anti-CN1A, et malheureusement, 50% des myocytes à inclusion sont séronégatives, n'ont pas cet anticorps décelable. On va attendre de trouver éventuellement d'autres cibles. Les myopathies nécrosantes, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est SRP ou HMG-CoA réductase. Là, le muscle se nécrose et évidemment, la faiblesse musculaire est très importante. Et enfin, le syndrome des antisynthétases, où là, il y a bien sûr le muscle qui est atteint, mais les articulations, et encore une fois le poumon avec ces pneumopathies interstitielles diffuses, et une atteinte assez caractéristique que l'on appelle les mains de mécanicien. Vous voyez ici ces gerçures et ces crevasses qui sont assez caractéristiques du syndrome des antisynthétases. Il y a de nombreux auto-anticorps, il y a de nombreuses synthétases, puisque ce sont des anticorps dirigés contre les enzymes qui vont amener l'acide aminé sur l'ARNT. Et le plus connu, c'est l'anti-JO1, l'anti-JO1, environ 20% des cas, mais on en a démembré 7 autres, on en connaît 8 au jour d'aujourd'hui. Ils sont beaucoup moins fréquents, PL7, PL12, EJ, OJ, KS, ZO et HA. PL7, c'est pour précipitine line 7. Vous voyez que les appellations sont vraiment très très particulières, mais voilà, c'était évoqué dans la diaporama précédente, enfin dans la présentation des antinucléaires. Alors, je vous invite, pour essayer de trier ces myopathies inflammatoires auto-immunes, de vous reporter à un protocole national de diagnostic et de soins qui date de 2016. On le trouve sur le site de la HAS, Haute Autorité de Santé. Et dans ce protocole, il y a la segmentation des auto-anticorps des myocytes en 2 catégories. Ceux qui sont spécifiques des myocytes et qui ne sont pas observés au cours d'une autre maladie. Et il y a ceux qui sont associés aux myocytes et que l'on peut trouver au cours d'autres pathologies. Alors, sauf exception, un patient n'aura qu'un seul anticorps spécifique de myocytes. Et en pratique, les recommandations faites par les experts, c'est rechercher les anticorps antinucléaires, savoir qu'ils peuvent être à localisation nucléaire ou cytoplasmique, qu'il faut que le biologiste ait une expertise, mais avoir une expertise, ça ne suffit pas si on n'a pas les renseignements cliniques. Et il faut aussi s'intéresser aux anticorps associés aux myocytes, comme le RO52, les anti-KU par exemple, parce qu'ils vont participer au diagnostic différentiel avec d'autres maladies systémiques. Toujours le PNDS, ils ont pris conscience, mais dans cette réflexion, mais il y avait des biologistes et j'y ai participé. Donc, on a beaucoup insisté sur le fait que nous n'avions pas de technique standardisée et qu'il y avait de nombreuses méthodes et que parfois le biologiste avait besoin d'une technique seconde, d'une deuxième technique pour confirmer ou infirmer un premier résultat. Et évidemment, au niveau de la nomenclature, au niveau des finances du laboratoire, ce n'est pas quelque chose de très économique et de très facile à faire. Mais là, c'est quelque chose qui permet de justifier cette façon de faire. Et également, il a été précisé que ces anticorps, la recherche spécifique de ces anticorps, anti-HMG-CoA par exemple, pouvait être faite même en l'absence de la négativité des anticorps antinucléaires. Donc, en résumé, au jour d'aujourd'hui, 2022, on a une classification qui se fait plutôt en fonction des auto-anticorps. Donc, il faut saisir cette opportunité au laboratoire pour participer à cette aventure. Et vous avez ici les anticorps des syndromes de chevauchement avec les antisynthétases. Vous avez ici les dermatomyosites.
évoquées précédemment, les myosites, myopathies nécrosantes, SRP, HMG, mais 20% d'entre elles sont séronégatives, les dermatomyosites, 50% restent séronégatives, et puis vous avez les myosites à inclusion avec son petit auto-anticorps ici. Je voudrais dire que ici, vous avez englobé les maladies ou les pathologies au cours desquelles on trouve un infiltrat diffus au niveau pulmonaire. Les antisynthétases, MDA5, parfois SRP. Donc vraiment, le poumon est maintenant dans l'auto-immunité. Et ici, si je peux revenir et rétrécir, voilà, le cancer, eh bien, il y a de mauvais anticorps, NXP2, Tif1 gamma, voilà, on trouve ces auto-anticorps. Si on est chez un adulte de plus de 40 ans, il n'est pas indécent de rechercher concomitamment la possibilité d'un cancer associé. Alors, ma collègue de Tunisie avait proposé aussi d'évoquer la multipositivité de ces anticorps spécifiques de myosite, parce que c'est certainement dans ce domaine-là où on est le plus embarrassé. On sait qu'un anticorps spécifique de myosite, on n'en a qu'un seul. Ils sont exclusifs l'un de l'autre, mais il y a des tests qui, de temps en temps, nous donnent une double ou une multiple positivité. Alors, ça reste des choses extrêmement rares et il y a différents papiers. Voilà, ici, il y avait 4 patients sur 3500 pratiquement qui avaient été étudiés. Et quand ça tombe dans votre laboratoire, vous êtes très embarrassé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il n'y a pas énormément de solutions, mais plus on utilise ces tests et plus on est nombreux à les mettre en œuvre, eh bien plus ces observations deviennent fréquentes et on ne sait pas très bien quelle est la signification clinique de ces doubles positivités lorsqu'elles sont vraiment confirmées. Elle nous propose également un article qui est intéressant, qui est une étude monocentrique réalisée par ces auteurs, mais ils ont fait également une revue de la littérature et bien sûr, cette étude montre que ces multipositivités restent relativement rares, voire très rares, et nous invite à retenir comme positifs des taux modérément ou très élevés, et de rester très prudent pour les réponses à la limite du seuil de positivité. Quelle est la conduite à tenir devant une multipositivité? Donc, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, mais là, on est dans le contexte des myosites inflammatoires. Ce n'est pas très différent. Il faut comparer les résultats de l'immunodote à la fluorescence. Est-ce que c'est compatible ou pas? Est-ce qu'on a une réponse qui n'a rien à voir avec l'aspect de la fluorescence? Auquel cas, il faut changer de test spécifique et essayer de voir si on a de meilleurs résultats. Il faut prendre en compte le taux, c'est-à-dire ce que je disais précédemment, plutôt des taux modérément élevés à fortement positifs pour les prendre en compte. Il faut bien sûr aller à la rencontre du clinicien pour débattre de ce point, parce que vous ne pouvez pas rendre un résultat tout cru sans en avoir discuté avec le médecin qui prend en charge le patient et qui sera aussi embarrassé que vous pour lui expliquer ce qu'il ne comprend pas lui-même. Ensuite, elle nous a proposé le contrôle du DOT sur un autre prélèvement. J'ai envie de dire oui, mais très souvent, dans notre expérience à tous, c'est reculer pour mieux sauter, parce que le malade revient, il a toujours le même profil ou les mêmes interférences, mais de temps en temps, on gagne quand il y a un contexte infectieux, par exemple. Et puis, dernier point, c'est la confirmation des anticorps spécifiques de myosite par une autre technique. C'est ce que disait le PNDS. Et voilà. Et donc, en écrivant ces choses-là, on aide aussi les instances et les autorités de régulation à nous accompagner dans une meilleure prise en charge au laboratoire des patients. Et au nom de ma collègue, je voudrais vous remercier de votre attention. J'imagine que c'est une photo de son beau pays, la Tunisie. Oui. Je vous remercie.
Merci infiniment, Madame Musset, donc d'avoir présenté et votre diaporama et aussi celui de Madame Hamid. Je pense que même si nous sommes en retard, Monsieur le Président nous autorisera donc à prendre au moins 4 questions, disons. Et la première question, nous allons l'utiliser pour tenir ma promesse de tout à l'heure. Merci. Alors, j'ai 2 petites interrogations que je voudrais des éclaircissements. C'est la première communication, hein, c'est pas pour madame, c'est l'immunologiste, oui, justement. Je voudrais juste savoir les 15% d'exclus lors de votre... 95% d'exclus sur les 4700 cas. Sur quelle base vous les avez exclus et pourquoi ? Comme c'était oui, si vous permettez. Et une deuxième juste petite question, c'est par rapport aux anticorps antinucléaires positifs. Faites-vous systématiquement la recherche des antigènes solubles, je veux dire des anticorps anti-antigènes solubles, ou bien ce n'est pas fait de manière systématique? Pour la première question, c'était un protocole de recherche. On a voulu soi-disant appliquer des critères stricts un peu pour sélectionner les vrais patients. C'est-à-dire ceux qu'on a exclus, c'est peut-être à tort si je suis en excès, mais on a retenu que les vrais positifs et avec un profil soi-disant immunologique en termes d'anticorps qui permettait un petit peu d'analyser après, d'appliquer un algorithme de modélisation pour sortir avec des résultats. Est-ce que le paramètre, le taux anticorps, un ou plusieurs, peuvent prédire un peu la maladie exacte, indépendamment des données cliniques. Et le deuxième point, c'est que les patients qui avaient des renseignements insuffisants ou pour lesquels ce n'était pas cohérent, on les a exclus aussi. C'est pourquoi on a exclu une grande partie. C'était un protocole de recherche voulu pour répondre à une thématique assez précise, c'est ça. La deuxième question, qui est très pertinente d'ailleurs, la positivité des anticorps antinucléaires, je pense à travers les communications de mes collègues aussi, il y a des pourcentages, soit des anticorps positifs sur les sujets sains, associés à des infections subiques, chroniques, bactériennes, virales, l'âge, tout ça, on ne regarde pas généralement. On considère ce qu'on appelle la relevance clinique, hein, à partir d'un titre, ou bien un contexte clinique précis. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple du syndrome de Sjögren. Peu importe le titre, même si c'est négatif, je complète par l'identification. Mais s'il y a des données cliniques, et en collaboration avec les cliniciens, on choisit bien évidemment de compléter par une méthode d'identification. Un autre exemple, celui de la PR, la polyarthrite rhumatoïde, en dehors du SSA, qui peut cacher éventuellement un Sjögren associé à la PR, ce qui est fréquent d'ailleurs, et on a souvent des anticorps antinucléaires à titre faible associés à la PR, donc pour laquelle on n'a pas besoin d'identifier. Donc, d'ailleurs, la recommandation des auteurs qui ont recommandé les anti-SSA, même en absence d'anticorps antinucléaires, ils précisent en fonction des données cliniques. Un petit peu, c'est au cas par cas, il faut rester un petit peu, il faut garder cette approche un petit peu, on va dire, multidisciplinaire, etc., de collaboration et donc, ce que vous avez, ce n'est pas un panel d'antigènes comme ça, d'anticorps que vous recherchez de manière systématique. On choisit en fonction de... On a une plateforme au choix. L'ELISA unitaire ou bien un panel à plusieurs autres anticorps, c'est au cas par cas en fonction de l'aspect des anticorps antinucléaires à l'IF. Voilà. Merci. J'ai une question à propos de la classification ICAP des anticorps antinucléaires. Je me demande, parce que jusqu'à présent, la fluorescence des chromosomes, que ce soit au cours de la méiose, c'était un critère de classification des anticorps antinucléaires. La deuxième question, c'était pour dire qu'à propos de lupus, la dame, il a dit qu'on pouvait éventuellement s'en passer des anticorps antinucléaires pour passer directement aux anticorps anti-ADN natifs. Il faut savoir que lorsqu'on cherche des anticorps antinucléaires dans le lupus, on peut faire pas mal de diagnostics en immunofluorescence
sur le tableau que vous avez cité des AC à C15. Et merci, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et merci. Je pense que la question m'est adressée. Oui, voilà. Donc, effectivement, l'aspect de la fluorescence des chromosomes est importante pour trancher entre les aspects, pour distinguer l'aspect homogène, l'aspect moucheté, quand il s'agit surtout d'un aspect qui est mixte. Mais comme vous avez pu le constater, il y a des aspects, d'accord, avec chromosomes positifs qui se sont révélés des aspects qui ne sont pas mixtes. Mais c'est des aspects autres que ça, comme le cas du DFS, le anti-DFS, où on a tendance à confondre cet aspect anti-DFS avec un aspect mixte, mais en réalité, quand on fait tout ce qui est identification, on ne trouve pas les DNA qui sont en faveur de l'aspect homogène, non plus les ribonucléoprotéiques qui sont négatifs. Et dans ce cas, quand on élimine le DNA, les ribonucléoprotéines, et on fait un anti-DFS, on le trouve positif, donc ça explique notre aspect qui est moucheté et qui est avec un chromosome positif. Et il y a d'autres aspects où on trouve également un chromosome positif, tel l'aspect AC29. Vous avez un finement moucheté, mais également votre chromosome qui est positif. Et là également, on a tendance à le confondre avec un aspect mixte, mais en fait, c'est un aspect qui est en faveur de l'AC29, qui oriente vers la sclérodermie cutanée et qui est agressif. Voilà. Et pour la deuxième question, excusez-moi. Pour le diagnostic de lupus, il avait dit qu'on pouvait éventuellement s'en passer des anticorps antinucléaires, alors que lorsqu'on a des fois des demandes, suspicion de diagnostic de lupus, parce que les critères cliniques, ça peut tromper éventuellement, on fait d'autres diagnostics que le lupus sur les anticorps antinucléaires. On ne trouve pas systématiquement, il n'y a pas d'une relation de cause égalité entre anticorps antinucléaires et anti-ADN dans le cas du lupus. Non, j'ai pas dit que j'ai dit que le dépistage. C'était l'autre. Ah d'accord. Parce que de toute façon, le dépistage par immunofluorescence, il est incontournable. Et donc voilà. Alors, je comprends que la question m'est destinée, mais je ne suis pas sûre de très très bien la comprendre. En fait, mais je vais répondre, je vais essayer de reformuler ce que j'ai dit. Au diagnostic, quand on a des arguments cliniques qui permettent de soupçonner un lupus ou que l'on va à la pêche de l'auto-immunité. On prescrit les anticorps antinucléaires et si on pose fortement à un lupus, on a envie de dire en même temps rechercher les anti-ADN. Ça, c'est au diagnostic, quand on trie, quand on ne sait pas. Une fois que le diagnostic est posé, le lupus est connu, les résultats ont permis de poser le diagnostic de lupus. À partir de ce moment-là, il faudra suivre la maladie avec les facteurs de risque qui vont avec. C'est les anti-ADN, qui sont les anticorps spécifiques, qui vont fluctuer en fonction de l'évolution de la maladie. Il faudra surveiller le rein, il faudra surveiller la numération formule, etc. Mais les antinucléaires, c'est fini, on sait que c'est positif. Les antinucléaires, ça servait peut-être, c'est un peu vulgaire ce que je vais dire, mais à aller à la pêche et de répondre à la question d'un éventuel lupus. Mais comme l'a dit quelqu'un parmi nous, et moi-même d'ailleurs, les antinucléaires sont présents au cours de très nombreuses pathologies, y compris chez les sujets sains. Donc un antinucléaire positif, tout cru, comme ça, sans contexte clinique, rien. Un antinucléaire, même à taux significatif élevé, c'était la question que je posais à laquelle je n'ai pas répondu. Est-ce que quelqu'un d'asymptomatique qui a des antinucléaires très élevés, il faut faire quelque chose ? Je dirais non, on ne traite pas des auto-anticorps présents parce que tant qu'il n'y a pas une symptomatologie et une maladie étiquetée et un traitement approprié. Merci. Alors, moi, je pose une question en fait aux trois intervenants, mais qui est très pratique. Peut-être que vous avez, à force de poser des questions, peut-être que vous avez répondu à ça. Alors, de façon très pratique, quand on trouve un dépistage négatif, est-ce qu'on arrête et on dit négatif et on n'en parle plus, ou est-ce qu'on n'a pas une arrière-pensée de dire peut-être que il y a quelque chose de positif que je louperai. Alors ça, c'est une question. Et de l'autre côté, si on trouve, par exemple, des titres parce que ça, on en a trouvé beaucoup, de 1,160, 1,320,
Et on passe bien sûr à la confirmation sur des panels qui sont bien, enfin, parce qu'on travaille sur Bioclex, et qu'on trouve complètement négatif. Est-ce que là aussi on dit on n'a pas loupé parce qu'il n'est pas dans le panel? Alors, de façon pratique, que doit-on dire aux médecins? Alors, je veux bien répondre à cette question. La première chose, je pense qu'il ne faut pas être paranoïaque, c'est-à-dire que tout résultat négatif n'est pas suspect. Voilà. Un résultat négatif reste un résultat négatif. Donc, j'ai rien loupé à... Voilà. Et donc, mais si le clinicien vous dit, quand même, ça me paraît bizarre, est-ce que vous pourriez, là, normalement, il sait que s'il cherche une myosite, s'il cherche un syndrome sec, il peut prescrire, et la nomenclature qui n'est jamais à l'avant-garde, mais là, en l'occurrence, elle l'est, elle autorise les laboratoires à rechercher spécifiquement les anticorps SSA, JO1, même si la fluorescence est négative. Mais il faut que le clinicien le prescrive et le demande nommément. Voilà. L'autre question, c'était, il y a une fluorescence et je ne trouve rien. Eh bien, il y a peut-être... Oui, alors, ça dépend de la fluorescence, mais si vous avez la fluorescence évoquée par ma collègue dont je n'ai pas le nom... On se connaît depuis 20 minutes. Et donc, si vous avez un aspect de fluorescence évocateur d'anticorps anti-DFS, vous pouvez, vous, en tant que biologiste, y penser et le rechercher et le dire. Vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez mettre absence d'anticorps anti-ENA et vous mettez la liste de ce que vous avez recherché. Ça veut dire que tous ceux-là sont négatifs. Ces anticorps, cette fluorescence est évocatrice d'une fluorescence d'anticorps anti-DFS 70 à rechercher spécifiquement en fonction du contexte clinique, si vous le souhaitez, monsieur le docteur, par exemple. Mais voilà, vous rendez ce que vous avez testé et du côté des cliniciens, il faut qu'ils sachent eux aussi, c'est pour ça que l'interface est importante, que ce n'est pas parce qu'ils ont prescrit anticorps des myosites ou anticorps des antigènes nucléaires solubles qu'ils vont avoir la réponse à toutes les questions. Ça dépend vraiment de ce dont le laboratoire dispose et de la façon dont il met en place les tests réflexes. Est-ce qu'il est utile de refaire? Comment? Est-ce qu'il est utile de refaire, de dire à confirmer ou à refaire ou à pas confirmer, à contrôler, voilà. Je ne sais pas si c'est utile parce qu'on génère une dose d'angoisse chez les patients. Voilà, vous avez un résultat. La probabilité d'avoir des anticorps antinucléaires positifs sensibles identifiés, voilà. Enfin, without cible identifiée, est quand même importante dans notre activité quotidienne de laboratoire. Je pense que vous êtes d'accord sur ce point. Donc, ça arrive souvent. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir régulièrement. Ça veut dire que, voilà, il y avait de la fluorescence. Les sujets sains, les sujets après 60 ans, il y en a 20% qui sont comme ça. Un complément d'info, s'il vous plaît, par rapport à la question. Pardon. Excusez-moi. On peut avoir une fluorescence positive avec des anticorps antinucléaires solubles négatifs parce qu'on en teste un certain nombre. Maintenant, si on a des ARN polymérases qui ne sont pas apparus au niveau de la fluorescence, on va les retrouver sur un profil sclérodermie. Donc, il faut aussi avoir les renseignements cliniques pour orienter vers quel profil utiliser pour la positivité des anticorps antinucléaires. Je profite de mon micro pour poser ma question. C'était la place des CH50 dans la recherche des déficits en complément. Est-ce que c'est tout? Je pense que dans tous vos exposés, vous avez parlé du C3 et du C4 et pas du CH50 total. Faut-il l'oublier? Faut-il en tenir compte? Quel est votre avis là-dessus? Alors, vous n'allez pas être contente parce que mon avis est partagé. En fait, c'est un petit peu l'occasion qui fait le larron. Le CH50, c'est quelque chose de pas facile à faire.
difficiles à gérer au niveau pré-analytique. C'est un peu comme les cryoglobulines et la température d'acheminement au laboratoire. Donc, on s'est rendu compte, les cliniciens du moins, se sont rendus compte que lorsqu'ils avaient le taux de C3 et de C4, ils s'en sortaient très bien. Ils avaient suffisamment d'informations et dans les études cliniques, les protocoles qu'ils font, ils utilisent ce paramètre comme facteur de gravité. Mais ma pensée profonde est que le CH50, si on pouvait le faire comme ça, facilement, de façon fiable, etc., ce serait bien. Mais on va le perdre, celui-là, petit à petit. Nous allons nous permettre de prendre une dernière question malgré le retard. Oui, s'il vous plaît, vous avez dit que l'IFI pour les antinucléaires, c'est incontournable. Mais ça, c'est du point de vue des laboratoires un peu spécialisés. Les petits laboratoires de routine polyvalents sont tentés d'utiliser leurs appareils de chimiluminescence ou d'ELISA pour faire les antinucléaires par ces méthodes. Est-ce qu'on est totalement en tort et qu'on doit abandonner ces techniques, au moins pour le dépistage, et pourquoi les fabricants continuent à en faire, si c'est le cas? Est-ce qu'on doit tous s'équiper en IFI ou pas? Merci. Alors, je ne sais pas, tu veux répondre, Brahim? C'est moi qui avais évoqué cette obligation de faire l'IA. En fait, si vous avez des outils qui vous permettent de détecter ou de chercher ce que demande le clinicien et que vous trouvez positif, vous êtes à l'aise. Donc là, ce que vous faites, il est pertinent et il a sa place. Mais si c'est négatif, là, vous prenez un risque, un seul risque, c'est-à-dire si vous rendez anticorps antinucléaire négatif en utilisant une méthode ELISA ou autre, là, ça devient critiquable. C'est un petit peu mon propos de tout à l'heure. L'IF, c'est vrai, il faut un investissement, il faut un peu de temps, mais il faut trouver un moyen de collaboration pour pouvoir assurer la recherche des anticorps antinucléaires, parce que les cibles, d'ailleurs ça a été dit, que permettent un petit peu l'IF est énorme. Des fois, un marquage cytoplasmique ou membranaire, etc., c'est très riche d'informations, ça suffit aux cliniciens. Donc du coup, c'est quelque chose, l'IF, il est fondamental, et ça peut parfois même permet de redresser le diagnostic. On nous envoie la recherche des anticorps antinucléaires, et après on trouve un marquage cytoplasmique, je ne sais pas, de type mitochondrie, etc. Et il se trouve que c'est une hépatite auto-immune, etc. Donc vous voyez, ça rend énormément service. Il faut essayer d'un petit peu de développer. Ce n'est pas difficile. Dr. Charaibi, les autres, ils connaissent très bien. Moi, pour compléter, vous n'êtes pas en tort si vous sortez dans le compte rendu les cibles que vous avez testées. Là, vous êtes protégé. Et le clinicien, donc là, il sait quelles sont les cibles qui ont été justement pratiquées. D'accord ? Si je peux me permettre, vous me permettez de renfoncer le clou. Je participe au contrôle externe de qualité des anticorps antinucléaires dans le cadre de biologie prospective. Et pour répondre à votre question, lorsqu'il y a un anti-DFS positif à 1280 que personne n'ignore, tous les laboratoires participants rendent présence d'anticorps antinucléaires à un titre, voilà. Sauf les gens qui utilisent les tests de screening ne contenant pas le DFS et bien d'autres protéines, puisque dans ces tests, il n'y a que ce qu'on y a mis. Et donc, ceux-là rendent un résultat négatif. Mais au niveau analytique, pour le contrôle externe de qualité, ils ne seront pas exclus. Ils ont rendu ce qu'ils pouvaient rendre avec leur outil. Mais en fait, on n'est pas dans une relation d'affect avec la technique, on est pour le patient. Et ces techniques, quand on fait de la recherche d'auto-immunité, ne sont pas bonnes, ne sont pas suffisantes. Et elles sont très utilisées aux États-Unis, ils en connaissent les limites, voilà. Mais voilà, elles ne sont pas bonnes et on rate tous les DFS jusqu'à ce qu'on rajoute du DFS. Mais on rate tous les myosites, on rate beaucoup de choses. Donc vous n'avez pas faux, vous n'êtes pas exclu, vous êtes dans le consensus de votre contrôle externe. C'est important de le noter.
Bon, on ne peut pas demander aux cliniciens d'avoir la finesse de comprendre ces nuances technologiques. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Bamou. Je peux dire un petit mot avant le privilège du président, bien sûr. Je n'ai pas posé de question, mais bon, je voulais quand même au moins d'abord vous remercier à tous les deux d'avoir mené cette discussion dans le sens qu'on souhaitait. Bien sûr, nous sommes en retard tout le temps, hein, dans toutes les sessions, parce que nous construisons toujours des programmes élaborés malgré le timing. Vous avez vu, on vous met le chrono 20 minutes, qui devient 18, 16, 15, et malgré tout, on arrive à 20 à 30 minutes de retard. C'est pas grave, nous avons le temps devant nous. Donc je voulais vous remercier tous les deux et je voulais remercier les 3 orateurs. Moi, je suis vraiment ravi, là encore, comme je l'ai fait pour la cytométrie en flux. Cette session, on aurait pu lui consacrer peut-être 3 heures aussi pour que ça soit, qu'on puisse sortir avec plus peut-être de données et de réponses, peut-être avant les questions. Bien, professeur Atouf, merci d'avoir fait l'effort d'être parmi nous. Je sais que c'était difficile pour vous avec toute l'activité de votre service avec Madame Sralli. Ibrahim, merci beaucoup, chers collègues de Marrakech, d'avoir répondu tout de suite positif et que vous soyez là. Bon, c'est quand même des représentants de notre auto-immunité marocaine. Et puis, bon, la dernière à remercier, les expressions françaises, franco-françaises, je les oublie. Bon, notre ami docteur Musset, que j'ai envie d'appeler Lucille, on a fait la connaissance hier, mais en fait la connaissance a été faite à distance grâce à quelqu'un qui est intervenu, qui est Madame Shraibi Fouzila, que je remercie aussi au passage, que notre collègue, vous avez vu, elle a fait sa présentation, qu'elle a réduit un peu parce que je lui ai ajouté du travail en lui demandant de prendre en charge la présentation de notre collègue tunisienne, à qui j'ai promis que sa présentation serait faite par moi ou par quelqu'un d'autre. Donc là, elle a été faite par un spécialiste qui en la matière et qui doit être remercié. Donc voilà, je pense que les remerciements sont faits. On me demande de conclure, je ne vais pas le faire, j'ai passé juste la parole au président. Ils sont où, hein? Monsieur Bamou, à toi de conclure quand même la session. Merci beaucoup à tout le monde. Et puis, nous sommes en retard et nous nous excusons donc auprès du prochain symposium. Merci.